Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Canal 3 et canal3télévision.com. C'est votre matinale Actu Matin. Pour les 2 semaines à venir, ce rendez-vous va subir une modification en raison de la campagne électorale pour les communales du 17 mai de cette campagne. On n'en parle pas puisqu'on n'a d'ailleurs pas le droit d'en parler en respect à la décision de la HAC qui encadre le temps d'antenne aux partis politiques. Ainsi donc, au sommaire ce 14 mai, la transhumance bovine et son lot de bilans, je dirais macabre. Les épisodes sanglants se multiplient au fil des années dans ce conflit récurrent qui oppose agriculteurs et éleveurs. Les échauffourées sont monnaie courante malgré les multiples rencontres de sensibilisation et d'appel à la paix. Il faut repenser la cohabitation entre ces deux acteurs pastoraux. C'est ce que conseille ce matin Moïse Dosoumou, qui nous renvoie une fois encore dans ce phénomène qu'il dénonce, à suivre donc sa chronique. Crise sanitaire du coronavirus au Bénin, un dernier bilan fait état de 90 cas confirmés, 2 décès, 42 guéris et 46 sous traitement. Les chiffres grimpent alors même que les écoles rouvriront logiquement leurs portes le 11 mai prochain avec une probabilité d'un retour à la vie normale au Bénin, et ce sur fond d'inquiétude. Que faut-il faire pour limiter la propagation du virus à cette date et après? Eh bien, les organisations syndicales jouent leur partition et font des propositions au gouvernement. La COSI Bénin a énuméré 5 grandes mesures sur lesquelles nous allons revenir dans cette matinale avec en invité Noël Chadaré, son secrétaire général. Nous évoquerons également dans nos échanges la date du 3 mai consacrée Journée internationale de la liberté de la presse, l'état de la presse au Bénin, l'exercice de la profession, la responsabilité des professionnels et surtout le raffermissement de la liberté de presse font l'actualité. André Dossa, Moïse Dosoumou seront en plateau au téléphone. Nous aurons Herman Parfait à Niamboussou. Merci de nous rejoindre. On aura pratiquement 1 heure à passer ensemble ce matin. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Eh bien, pour les 2 semaines à venir, vous n'aurez pas de revue des titres, vous n'aurez pas de revue de presse en fin d'édition. Eh bien, en plateau, en ouverture, je suis avec Moïse Dosoumou et Naguib Alagoué. Bonjour, messieurs. Bonjour, Christian. Bienvenue. Bonjour. Naguib, on va vous retrouver dans le mini-journal tout à l'heure. Très rapidement, les titres. Ce sera du service minimum ainsi que vous l'indiquiez tout à l'heure, et on parlera ce matin de la fin d'une époque et du commencement d'une autre pour les usagers de la route. Carrefour, lycée, Zoom, labo, photo, à Boycon, parti pour être un éléphant blanc à la suite de son lancement sur la base d'un financement de la BIDC, CEDEAO, et abandonné depuis plus de 4 ans. Cet axe rouvert à la circulation seulement quelques mois après sa prise en compte dans le projet asphaltage, au grand bonheur des populations. Leur calvaire n'avait que trop duré. Et puis l'école pourrait rouvrir ses portes, et ce dès le 11 mai prochain, dans un contexte, faut-il le rappeler, marqué par la crise sanitaire mondiale, et où il apparaît nécessaire que soient trouvées des formules afin que cette réouverture n'engendre des situations hors de contrôle liées à la propagation du virus. C'est une préoccupation qui requiert énormément de précautions. Et là-dessus, les centrales syndicales très inquiètes ont fait des propositions. Vous les entendrez dans ce mini-journal. Restez donc avec nous, le développement c'est dans un instant. Merci beaucoup à vous, Naguib Alagoué, pour les titres du mini-journal que nous aurons tout à l'heure. Que de morts chaque année. Le phénomène est récurrent, c'est sans conflit, qui oppose agriculteurs et éleveurs dans certaines contrées du Bénin. Vous nous envoyez donc sur les pistes de la transhumance ce matin. Moïse Dosoumou, on va vous retrouver juste après ce jingle. Les troupeaux de la mort, vous nous en parlez, on vous écoute Moïse. Madame, monsieur, bonjour. C'est un drame récurrent. Des morts, des blessés graves, il y en a toujours eu. À intervalles réguliers, les affrontements sanglants entre éleveurs et agriculteurs sur fond de règlement de comptes font rage.
Depuis plusieurs années, des mesures normatives prises par diverses autorités étaient censées mettre un terme à la saignée. Mais il n'en est rien. Mieux, les 1001 séances de sensibilisation effectuées sur le terrain n'ont véritablement pas abouti à la calmie recherchée. La semaine écoulée, les faits regrettables qui se sont déroulés dans le département du Plateau prouvent à suffisance que ce phénomène ne sera pas de sitôt conjugué au passé. Woroko, un village de la commune de Kétou, a été le théâtre d'opération d'une violence inouïe. Dans la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai, des éleveurs habités par un vil dessein s'en sont pris aux paisibles populations. Bilan 6 morts et un blessé grave, qui plus est, agent de la police républicaine. Craignant une attaque imminente, les habitants du village, dans le but d'éviter le pire, faisaient le guet à la nuit tombée. Informés, les forces de l'ordre déployées sur le terrain sont venues leur prêter main forte. Mais cela n'a nullement dissuadé les agresseurs, déterminés à commettre leur funeste forfait. L'attaque perpétrée dans la nuit profonde n'a pas permis aux villageois de riposter. C'est peu dire qu'ils ont subi la rage des assaillants. Ce bilan macabre non négligeable vient raviver les douleurs et les ressentiments, d'autant plus que le chef du village fait partie des victimes. Cet énième drame démontre l'inefficacité des mesures et décisions prises jusque-là pour calmer les ardeurs entre éleveurs et agriculteurs. Chaque fois, des appels à la retenue et à la paix sont lancés, mais force est de constater que tout ceci demeure lettre morte. Si les éleveurs nomades par excellence sont à la quête permanente de pâturage pour leurs troupeaux, les agriculteurs par contre sont habités par le souci de voir leur culture croître en vue d'une bonne moisson. En présence de ces deux intérêts divergents, une solution a priori simple avait été trouvée. La délimitation des couloirs de circulation pour les bovins apparaissait comme une panacée. Mais dans la pratique, des insuffisances sont apparues montrant clairement les faiblesses de cette réponse aux querelles incessantes. Pour diverses raisons, les éleveurs ne parviennent pas toujours à respecter les couloirs convenus d'accord partis. Les paysans, devant le triste spectacle de leurs champs saccagés par les bœufs, n'ont pas la patience d'élever le conflit. Sous le coup de la colère, leur réaction suscite un déferlement de violence. Et bonjour les dégâts. Ce n'est pas évident de garder son calme lorsqu'on perd en un clin d'œil des promesses de récolte abondantes. Hélas, toute action entraîne une réaction. Et dans le cas d'espèce, personne n'ayant le monopole de la violence, ça part dans tous les sens et il est difficile d'arrêter la saignée. Lorsqu'on prend en compte la dernière attaque en date, la présence des éléments de la police républicaine sur le terrain n'a pas dissuadé les assaillants. Le mal est donc profond. C'est le moment de nourrir sereinement la réflexion en vue d'aboutir à des solutions pratiques et efficaces. Dans tous les cas de figure, il faut éviter que éleveurs et agriculteurs se croisent lorsqu'ils sont préoccupés par leur gagne-pain. C'est à ce prix que ces drames récurrents seront progressivement conjugués au passé. Au point où nous en sommes, les anciennes mesures ne peuvent plus être brandies. Il faut impérativement changer de paradigme. Sans cela, le sang continuera de couler au nom de la transhumance des bovins. Voilà, il faut impérativement changer de paradigme, c'est ce que vous nous proposez ce matin. Mais est-ce que vous pensez que les autorités à divers niveaux arriveront à freiner ou à complètement éradiquer ces conflits récurrents que nous avons? Je pense que ces autorités-là sont habitées par le souci de mettre un terme à ces conflits. Mais il faut constater que tout ce qui a été pris comme mesure jusqu'à présent depuis plusieurs années n'a pas vraiment abouti à la solution. Donc moi je pense que de manière pratique, il faut éviter que ces deux entités-là se croisent. C'est le prix de la paix tout simplement, il faut travailler dans ce sens. Merci beaucoup Moïse Dosoumou. Vous serez rejoint en plateau par André Dossa juste après le Midi Journal ce matin, pour aborder les quelques sujets que nous avons retenus de l'actualité. Ce sera le forum de discussion. Le Midi Journal, c'est tout de suite. Nous irons ce matin à Boycon, désormais ouverte à la circulation. La route quittant Labo Photo pour le carrefour Lycézon fait le bonheur des populations de cette ville carrefour. Notons que le projet financé au départ par la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, avait été abandonné quelques mois après le démarrage des travaux. Et 4 longues années durant, elle a été la source de nombreux
accidents. Ça a pris en compte dans le projet asphaltage, de même que son exécution à près de 70% a permis de doter l'arrondissement 2 de Boycon d'une infrastructure qui facilite la mobilité des populations. Imet Hélène Amoussou pour les détails. Abandonné pendant des années, le chantier est à ce jour presque achevé. Financé par la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la route quittant Labo Photo pour le carrefour Lissaison a été pendant longtemps la source de nombreux accidents ayant coûté la vie à plusieurs personnes. Il y avait des fosses communes qui ont été délaissées par des entrepreneurs puisqu'ils ont entamé, ils n'ont pas fait long feu et puis le chantier a été abandonné. Et ils n'ont pas prévu des mesures de protection, c'est-à-dire des barrages pour au moins limiter les dangers. Et faute à cela, on a enregistré au moins 3 morts ici. Un vieux qui habite dans l'avant, un autre c'est un petit et la toute dernière c'est une dame. Reversé au projet asphaltage en août 2019, le chantier est aujourd'hui à un taux d'exécution très avancé. Situé au quartier Zakwa dans le 2e arrondissement de Boycon, la voie est déjà ouverte à la circulation. Au niveau de Labo Photo, on peut dire que nous sommes à 70% d'exécution des travaux. Donc on a ouvert ça à la circulation. On rend grâce à notre président Talon parce qu'il a venu faire ce qui est difficile pour les gens. Les gouvernements qui sont là maintenant, on va remercier beaucoup. Et actuellement, tout le monde qui sont là, nous sommes aux anges. Désormais, les odeurs nauséabondes que dégageaient les caniveaux inachevés, les inondations, les accidents mortels et le spectacle désolant qu'offraient les sachets plastiques sont conjugués au passé. Il ne reste actuellement que quelques touches de finition pour parfaire l'œuvre, ont rassuré les responsables de l'entreprise en charge des travaux. Cette rue était prévue comme étant une rue à pavé dans le projet initial. Mais puisque c'est reversé comme étant une rue gabarit asphaltage, nous avons pensé que sur une amplitude de 40 mètres, il faut faire du 2x2 voies, un peu comme vous le voyez, avec un TPC dans lequel nous sommes, et il y aura des contre-allées et des trottoirs. Donc aujourd'hui, maintenant, sur cette rue, il ne reste que la réalisation des contre-allées et des trottoirs, et quelques déplacements de réseau, comme les poteaux que vous voyez par derrière ici. Restée en souffrance durant 4 ans, la route Labo Photo est dorénavant praticable. Elle offre du confort dans la conduite et surtout du plaisir aux populations qui l'empruntent. Tout comme cette voie, plusieurs autres sont en construction dans la ville. Leur achèvement est imminent selon les autorités du cadre de vie, ce qui va redonner à la ville de Boycon les apparats d'une cité moderne. Voilà, le 3 mai de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée internationale de la liberté de presse. Pour cette 27e édition, le thème retenu est « Le journalisme sans crainte ni complaisance ». L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, saisit cette occasion pour faire l'état des lieux de la liberté de la presse au Bénin. C'est à travers une déclaration lue par sa présidente, Zakiat Latoundi, que je vous invite à suivre. La situation de la liberté de la presse au Bénin, pays longtemps cité comme modèle de démocratie sur le continent africain, suscite en effet de vives inquiétudes de la part de l'Union des professionnels des médias du Bénin, mais aussi de tous les partenaires des médias qui assistent presque impuissants à la restriction continue des espaces de liberté, de la mise sous coupe réglée de la presse dans toutes ses composantes, alors qu'on lui reconnaît la fonction sociale d'exercer un contre-pouvoir. Il n'est pas superflu de rappeler ici la multiplication des interpellations et condamnations de journalistes dans l'exercice de leurs fonctions sous le motif de violation de la loi portant code du numérique en République du Bénin. Cette loi fait souffler sur la presse béninoise un vent de panique et de crainte qui freine la pleine participation des médias à la marche du Bénin vers son développement. Comment garantir le droit d'informer sans crainte et sans complaisance pendant qu'au sein de nos rédactions, l'application de la convention collective demeure problématique et que les professionnels des médias sont livrés à une grande précarité? Exposés à divers aléas pendant la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, les professionnels des médias ne bénéficient pas encore, pour l'écrasante majorité, ni d'un traitement salarial décent, encore moins d'une couverture sociale adéquate,
pour jouer avec plus d'efficacité leur rôle dans notre pays en pleine construction. Cette situation appelle de la part de tous un sursaut d'orgueil sur les conséquences négatives d'une presse embrigadée sur l'image de la démocratie béninoise. L'Union des professionnels des médias du Bénin lance un appel solennel et pressant à l'endroit du gouvernement, de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour œuvrer au raffermissement de la liberté de la presse ainsi que à l'indépendance des médias et des journalistes dans notre pays, à travers, entre autres, le réexamen de la loi numéro 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin et l'opérationnalisation effective du Fonds d'appui au développement des médias pour l'amélioration des conditions de travail des professionnels des médias du Bénin. À l'endroit de tous les professionnels des médias du Bénin, l'Union des professionnels des médias lance un appel à davantage de professionnalisme et d'engagement pour une presse béninoise plus responsable et plus crédible. Et voilà, à l'instant, Zakiat Latunji, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, à l'occasion de la célébration de la journée du 3 mai, journée consacrée à la liberté de la presse. Faut-il y aller ou pas, Nagui Balagoué? Là n'est plus la question, puisque l'école qui avait fermé ses portes dans un contexte de menaces liées à la propagation du coronavirus pense les rouvrir dès le 11 mai prochain. Et là-dessus, les acteurs sont inquiets, des interrogations fusent de partout. Comment s'y prendre concrètement dans un contexte où, aux dernières nouvelles, le nombre de cas au Bénin confirmés au Covid-19 ne cesse de grimper et toise désormais la barre des 100. Parole au central syndical dans l'élément qui va suivre, c'est un reportage signé Akimé Hussein. C'est annoncé pour le 11 mai la réouverture des cours maternelles primaires et secondaires. Partis en congé anticipé depuis le 30 mars dernier, du fait de la pandémie du Covid-19, les apprenants s'apprêtent à retrouver leurs enseignants. La décision tient de ce que l'État estime que les conditions de lutte et de maîtrise de l'évolution du virus sont appréciables. Point besoin de paniquer, le mal est sous contrôle. On sent une sorte de triomphalisme dans le discours officiel de plus en plus. Un peu comme si, oui, nous, on a été très intelligents, on a tout réglé, on a maintenant maîtrisé la pandémie, donc on peut ouvrir. Rouvrir les classes dans ce contexte appelle à relever 2 défis majeurs. Nous allons, à partir du 11 prochain, 11 mai, nous allons aborder une phase cruciale. Elle est si cruciale parce que si nous ne la gérons pas bien, eh bien tous les efforts qui ont été faits jusque-là seront anéantis. C'est une sorte de test, c'est un test grandeur nature. Je pense que honnêtement, dans les conditions actuelles, ça va être la catastrophe si nous envoyons les enseignants et les élèves en classe. Parce que ce faisant, le gouvernement va réduire à néant tous les efforts qu'il a eu à faire jusque-là pour essayer de contenir la pandémie. Bien qu'étant pas un organe décisionnel, les centrales et confédérations syndicales mandataires de premier choix des travailleurs s'invitent au gala des propositions. Noël Chadaré de la COSI Bénin suggère une reprise des cours par vagues successives et rotatives. On fait venir les sixièmes, non, les terminales, les troisièmes et les CM2 dès le 11, ils font les 2 semaines. Quand ils font les 2 semaines, ils ont 20 semaines de cours effectifs. La semaine qui suit, ils font l'évaluation finale, l'évaluation en fait, qui servira d'examen blanc. Et après, on leur demande de replier. Bien entendu, ils rentrent à la maison avec des exercices, suffisamment d'exercices pour revenir après, pour continuer la préparation, parce qu'il faut éviter le trop grand monde dans les écoles. Et s'ils replient, on fait venir les classes intermédiaires. Les classes intermédiaires viennent seulement pour venir composer la dernière évaluation. Mais on a suggéré aussi que pour les classes, les enfants de la maternelle, il vaut mieux les laisser à la maison. De la CSA Bénin résonnent des échos d'inquiétude. Voilà pourquoi moi j'ai proposé humblement que l'on puisse
explorer d'autres stratégies, notamment la reprise des classes uniquement pour les classes d'examen. Et j'ai expliqué que ça aura l'avantage de réduire les effectifs, donc de réduire la pression sur les chefs d'établissement. Chefs d'établissement qui vont réquisitionner l'ensemble du personnel enseignant pour s'occuper donc de l'effectif réduit des classes d'examen. Je crois que c'est une mesure qu'il faut regarder. Moi, je ne prétends pas qu'elle est la meilleure des mesures, mais il faut l'envisager, l'améliorer peut-être et aller vers là. Sinon, dans les conditions actuelles, je me répète, je suis vraiment très inquiet si le gouvernement veut nous envoyer dans les classes comme si on était dans des conditions tout à fait normales. De toute évidence, il y a matière à harmoniser et à synchroniser le modus, ce qui garantit une réouverture des classes sans impact regrettable. Et puis la réaction des acteurs de l'école face aux propositions faites par les centrales et confédérations syndicales. Propositions allant dans le sens de la minimisation des risques et de l'observance de précautions barrières quant à la propagation de la maladie. Pour la plupart, les recommandations faites par les centrales et confédérations ne manquent guère de pertinence. On va sur ce document réalisé par Teddy Goudalo avec Ulrich Gaba à la présentation. Après plusieurs jours de repos dû au prolongement des congés anticipés de Pâques pour éviter la propagation du coronavirus, écoliers, élèves et étudiants reprennent le chemin des classes le 11 mai prochain. Une décision gouvernementale qui amène les centrales syndicales du Bénin à faire un certain nombre de recommandations à l'État pour limiter le risque de propagation. Pour les responsables syndicaux, il serait sage de procéder à une rentrée par vague en donnant priorité aux classes d'examen. Un avis partagé par les acteurs du système éducatif à la base. Selon moi, d'après les informations que nous avons reçues, c'est que les petits-enfants sont immunisés. Si les petits-enfants sont immunisés, pourquoi ne pas commencer par eux, par ces petits-enfants-là qui sont en classe de CI, qui sont jusqu'au CM2, 6e jusqu'en 3e. Il s'agit de sauver les examens. Pour sauver une année, il faut tout au moins 20 semaines de cours. Or, jusqu'à la date où les enfants ont été mis en congé, je crois qu'il y a 18 semaines de cours qui ont été effectuées et il ne reste que 2 semaines. La centrale syndicale propose également une dotation en masques de pharmacie pour tous les apprenants et l'établissement des dispositifs de contrôle de température, sans oublier l'installation des kits de lavage de mains devant chaque salle de classe. Des mesures qui pourraient susciter des difficultés dans le rang des acteurs. Déjà, on a mis donc les supérieurs, le maternel privé et le maternel ensemble. Le supérieur public est une structure étatique dont les enseignants sont payés par le gouvernement. Quand vous venez dans le supérieur privé, ce n'est pas la même chose. Les enfants nous doivent et sont à la maison. Et au même moment, ils vont payer les enseignants parce qu'ils doivent manger comme tout autre. Au-delà des apports financiers aux établissements privés que suggèrent également les confédérations syndicales, les promoteurs d'écoles approchées disent avoir pris les dispositions nécessaires pour permettre aux enseignants d'évoluer dans leurs différents programmes avec les apprenants. Les universités et écoles privées du Bénin sont très avancées dans le e-learning et nous devons prendre cela en compte puisque chez moi personnellement, ça fait 2 semaines et demie à peu près que j'ai commencé par donner des cours en e-learning aux étudiants qui sont très contents et donc les programmes continuent. Nous soutenons donc les étudiants à la maison. Quand ils reviendront, on fera le cours d'accompagnement qu'il faut et on fera les examens suitables réglementairement contrôlés par l'État et on ne perdra pas cette année, même s'ils reviennent en juin ou en juillet, en début juillet, c'est pas grave. Nous n'avons pas du tout envie que cette année soit blanchie du fait de coronavirus. Donc il est question que les gouvernants prennent toutes les dispositions pour que ça se passe très bien. La balle est donc dans le camp du gouvernement qui est attendu dans la prise en compte ou non des différentes propositions des syndicalistes. Les chefs d'établissement souhaitent quant à eux un accompagnement pour amoindrir les charges. On peut faire comme ce que Kosi a dit,
Mais l'État doit bien vouloir nous considérer comme des sinistrés, et nous sommes réellement des sinistrés, pour nous faire un petit geste pour soutenir le poids lourd. Si le gouvernement arrive à faire ce que ces syndicalistes ont dit, en appuyant les établissements privés, ce serait une bonne chose. Dans ce contexte de crise sanitaire, l'organisation des examens nationaux de fin d'année préoccupe particulièrement les syndicalistes. Ils suggèrent que soient distribués à tous les candidats des masques de protection. Aussi, les dispositions devront être prises pour l'observance de la distanciation sociale. La crise sanitaire liée au Covid-19 a des conséquences sur l'activité économique. Pour éviter le pire et en atténuer les effets, le secteur privé du Bénin et les représentants des travailleurs ont fait des propositions aux autorités. Le patronat et les syndicats ont élaboré un mémorandum pour anticiper sur les conséquences qui pourraient entraîner la mort de l'entreprise si la crise perdure. De quoi retourne ce que l'on peut appeler le plaidoyer du secteur privé pour faire face à la pandémie. Élément de réponse avec Clément Achade et Eder Hompévi. Toutes les fêtières des organisations patronales et des travailleurs, ensemble, nous avons effectivement félicité le gouvernement pour ceci. Mais pour autant, nous aurons souhaité qu'on ne commence pas à penser déjà à quelles seront les mesures d'accompagnement et surtout d'atténuation. Des mesures d'accompagnement et d'atténuation que l'organisation patronale du secteur privé souhaite avoir pour soulager les travailleurs, mais aussi sauvegarder la vie des entreprises. Ceci en raison de la crise sanitaire du Covid-19 qui asphyxie presque tous les secteurs économiques. Je prends le secteur par exemple donc, du tourisme, le secteur des transports, il y a les problèmes donc, également des bateaux. Et donc on touche déjà là au problème donc, de vente, on trouve là au problème donc, de revenus, on touche également là au problème donc, de continuité du processus dans certaines industries, et on touche évidemment là au problème de commerce. La plupart des touristes qui viennent au Bénin, ils ne viennent pas surtout les avions. Aujourd'hui maintenant, l'aéroport est plus ou moins à l'arrêt. Donc par conséquent, nos activités sont à l'arrêt. Face à ces difficultés qui éprouvent les entreprises, le Conseil national du patronat, les responsables syndicaux et d'autres associations du secteur privé souhaitent que les mesures de lutte soient atténuées et adaptées aux réalités sociales afin d'éviter une crise économique sans précédent. Là où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que nous souscrivons totalement aux mesures barrières du gouvernement, mais c'est savoir comment nous pouvons l'atténuer tout en respectant totalement donc, ces mesures. La deuxième partie de notre mémorandum, et celle qui n'a pas été totalement développée d'ailleurs, c'est tout ce qui concerne les mesures de relance de l'économie. À travers un mémorandum, les travailleurs et les employeurs vont loin en proposant des mesures pouvant sauvegarder le secteur privé. Objectif, réduire les effets de la crise liée au coronavirus. Tous les conteneurs qui sont aujourd'hui dans le port, on demande également donc qu'on puisse voir comment alléger tout ce qui est frais de surescarie, frais de la procédure donc de dépôt donc, de la douane, le moratoire au niveau des impôts et même le transfert, le report donc d'échéance au niveau donc des banques, parce que nous sommes des entreprises très sérieuses et nous souhaitons évidemment que les choses se fassent, disons, correctement. Et je pense que très rapidement maintenant, en ce qui concerne le secteur des agences de voyage, de l'aéroport, des hôtels et des guides touristiques et artistes plasticiens, je pense que ce sera pris en compte. Déjà, nous voulions profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement pour avoir déjà fait quelque chose pour les bars et restaurants qui constituent quand même une partie assez importante de nos membres.
En dehors du tourisme, les transports, le commerce et autres, la production est aujourd'hui affectée par les conséquences de la pandémie au Bénin. Malgré ces difficultés, le secteur privé fait preuve de solidarité. Ce qui est sûr, parmi nous, il y a des personnes encore plus vulnérables. Ces personnes-là, doit-on attendre le gouvernement pour faire quoi que ce soit? On a dit non. On va donc essayer de lancer une souscription volontaire. Je dis bien volontaire. C'est pas tout le monde. Donc j'appelle tout le monde pour que, autant que nous sommes, que nous participons à ce élan de solidarité. Je dois remercier d'ailleurs les grandes entreprises ou la plupart de nos membres qui ont contribué par des dons de toutes sortes. Avec les autorités, nous allons en son temps faire l'évaluation. Beaucoup de gens ont perdu des revenus. Beaucoup de gens perdront encore donc des revenus. Et pour relancer l'économie, les entreprises veulent bien compter sur la mise en œuvre de ces propositions que comporte le mémorandum. C'est alors leur dernier recours et la solution idéale pour concilier la crise du Covid-19 et l'activité économique. Voilà, c'était le mini-journal, on va dire, Christian. C'est l'actualité sans l'actualité des élections. Absolument, l'actualité sans l'actualité des élections, et ça sera ainsi tout au long de cette campagne électorale. Mesdames et messieurs, restez en place tout à l'heure à 13h, vous aurez votre grande édition de la mi-journée. Actu Matin se poursuit, édition spéciale. Dans un instant, le forum de discussion avec André Dossa et Moïse Dosoumou en plateau. Nous aurons au téléphone Herman Parfait, Agnès Bossou, et juste après, pour boucler ce numéro de votre émission Actu Matin, on va recevoir en invité Noël Chadaré, qui lui est secrétaire général de la COSI Bénin, la COSI qui a d'ailleurs fait des propositions pour la rentrée scolaire qui va démarrer le lundi 11 mai prochain. Restez donc avec nous. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 0046 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. Je suis LBM. Le carrefour des grandes marques. C'est ça. Désolé. Mais ce que vous buvez tous là, qu'est-ce que c'est? Au Comtesse. Au Comtesse. C'est nouveau? Non, tiens donc. Nous prenons la gamme eau de Comtesse ici depuis un bon moment. Ah bon? Oui. C'est ceci que je prends pour me faciliter la digestion et pour bénéficier aussi des vertus du citron. Eau de fruits, citron, sans sucre. Ceci est mon préféré. Eau de fruits, citron, sucré. On sent bien le citron. En plus, c'est léger, frais et raffiné. C'est ça pour elle. Eau Comtesse bébé. Oui, voilà. C'est pour toi, ma chérie. Pépé, oui. Je pense que ça doit coûter les yeux de la tête, non? Ben non, avec la gamme Eau Comtesse, c'est plutôt l'économie garantie pour la famille. Eau de Comtesse, eau de fruits citron sans sucre, eau de fruits citron sucré, eau de Comtesse bébé, à chacun son eau. Et voilà, le forum de discussion sur Actu Matin. André Dossa, bonjour. Voilà, merci de nous rejoindre en plateau en compagnie de Moïse Dosoumou qui nous avait présenté d'ailleurs la chronique parlant justement des troupeaux de la mort. Au téléphone, nous vous avons en ligne Herman Parfait, Agnès Bossou, bonjour. Bonjour Christian Dorijan, bonjour à tout le plateau, André Dossa et Moïse Dosoumou. Voilà, nous vous répondons.
Alors, nous aurons à aborder, disons, deux sujets, peut-être 3 si tout va bien. Alors, on va commencer par l'actualité du moment, c'est le coronavirus. On va faire un point très rapidement, 90 cas confirmés. On parle de 42 guéris, 46 qui sont actuellement sous traitement avec 2 décès. Logiquement, lundi prochain, si tout va bien, nous aurons la reprise des classes. Après plus d'1 mois et demi de congé de Pâques, André Dossa, faut-il y aller ou pas lorsqu'on regarde un peu le tableau que présente le Bénin sur le plan sanitaire? Je crois qu'il faudra forcément y aller à un moment ou un autre. Puisque vous parlez de tableau, je crois que le tableau que présente notre pays par rapport à cette pandémie, même si aussi un deuxième décès a été confirmé, je crois que ce tableau me paraît moins grave qu'ailleurs où l'on a déjà entamé le confinement ou le déconfinement. Voilà. Donc je crois qu'on peut y aller pour peu que l'on prenne les mesures qu'il faut pour mettre à l'abri la communauté scolaire, n'est-ce pas, et le monde étudiantin, donc de cette maladie. De faire en sorte que les mesures barrières soient respectées par les uns et les autres, faire en sorte que, par exemple, l'école soit dotée de masques, que les écoliers soient dotés de masques et que vraiment les responsables des écoles puissent prendre les dispositions. Nous ne pouvons quand même pas perdre une année. Ce n'est pas facile. Je crois qu'on peut envisager vraiment la reprise en prenant les précautions. Oui, Armand Parfait Agnamboussou, il a dit, André Dossa, on peut envisager la reprise. Pour la reprise des classes, il faut y aller. Mais peut-on y aller avec une certaine sérénité? Oui, je pense qu'il faut forcément de la sérénité parce que si on y va avec la panique, ça risque de ne pas aller. Juste que nous avons affaire à des enfants qui ne sont pas forcément encore assez matures pour comprendre la situation. Je crois qu'il faut de la sérénité et montrer aux enfants que la situation au Bénin à ce jour est sous contrôle. Quand on fait le point un peu au niveau de l'Afrique, le Bénin est un peu comme l'a dit Fulbert Dimekhosou dans son article du jour paru dans Fraternité, nous sommes à 90 cas, n'est-ce pas? Et les données actualisées positionnent le Bénin à l'avant-dernière position en Afrique de l'Ouest devant la Gambie, qui est à 12 cas. Et il dit, à la même date, le Nigeria, le Ghana, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal restent les pays les plus touchés avec des statistiques évoluant entre 1024 et 2170 cas. Je pense que le Bénin est relativement totalement en arrière pratiquement si on doit prendre la situation comme ça. Et donc pour ma part, c'est qu'il faut y aller un peu comme l'a dit André Dossa, avec beaucoup de sérénité. On peut envisager la reprise des cours et envisager la reprise, un peu comme l'a dit là annoncé le comité interministériel, la reprise de certaines activités essentielles parce que nous sommes un pays essentiellement pauvre. Il faut vraiment qu'on ait avec tact et courage. Moïse Dossoumo. Jusque-là, le Bénin s'en sort plutôt bien. Mais ce n'est pas encore le moment de crier victoire. Il faut encore patienter et y aller tout doucement. Parce que vous voyez, quand les cours vont reprendre dans les conditions que nous savons là, même si on fait l'effort dans les salles de classe de réduire les effectifs, de porter les masques, de se laver les mains et tout le reste, dans la cour de récréation, on ne peut rien contrôler. Les enfants iront forcément dans tous les sens, coller les uns aux autres. Quand ils sortent de l'école, ils vont évoluer par grappe, il n'y a rien à faire. Ils vont jouer au football, faire tout ce qu'ils veulent. Donc le contact physique qu'on refuse sera forcément de mise. Il faut y aller forcément, mais il faut prendre beaucoup de gants, beaucoup de précautions, pour éviter que les succès, entre griffes que nous avons aujourd'hui, se transforment très vite en désespoir. Donc c'est beaucoup de précautions qu'il faut mettre dans cette affaire-là, pour éviter que cette affaire-là nous rattrape. Et même s'il faut y aller, je ne suis pas partant pour le fait qu'il faut que l'année aille jusqu'à son terme, tout au moins pour les classes intermédiaires. On peut faire 2-3 semaines de cours, faire une petite évaluation, les libérer et se concentrer sur les classes d'examen. Et éviter justement qu'il y ait de gros effectifs dans nos écoles, surtout dans les écoles publiques, pour les 2 ou 3 mois à venir, ce ne serait pas vraiment intéressant. Herman Agnamboussou, vous venez de suivre un peu les propositions de Moïse Dossoumo. Au niveau des salles de classe, on peut toutefois réduire le nombre d'apprenants, emmener les enfants également à porter les masques. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas de risque quand on sait que les enfants dans nos écoles n'ont pas encore ce niveau de conscience aussi élevé pour savoir quand est-ce qu'il faut mettre son masque, comment il faut le mettre et comment l'ôter? Oui, il faut partager quand même en partie l'avis de Moïse Dossoumo sur la question. C'est vrai que dans les écoles, ce n'est pas trop la conscience qui est recommandée. Des enfants, surtout que nous sommes dans un système d'approche par compétence où on demande aux enfants d'évoluer par groupe de travail,
ça voudrait dire que forcément dans les classes, les enseignants vont retrouver l'ancien système d'éducation ou d'enseignement. Et donc je pense que par rapport à ça, effectivement, il faut prendre des mesures qui s'imposent. Il faut aider. C'est la raison d'ailleurs que je partage cette proposition de centrale syndicale qui demande par exemple que la reprise des cours soit d'abord limitée aux enfants qui sont en salle d'examen. Ça permettra d'abord de contrôler un peu la situation avant de généraliser ça aux autres enfants qui seraient encore à la maison, donc 2 semaines après ou 3 semaines après. Je pense que des positions sont à étudier sur ce terrain-là. Mais toujours est-il que moi je ne milite pas trop en faveur d'une psychose parce que si jamais la psychose prend, on risque de tout foutre en l'air. Oui. André ? Les propositions des uns et des autres sont quand même pertinentes et qu'on peut envisager. Vous savez, il sera difficile dans l'école publique, au moins ici, de respecter la mesure de distanciation sociale. Parce que nous avons souvent des problèmes de pénurie de salles de classe et les effectifs sont souvent bien pléthoriques. Il sera difficile, malgré toute la bonne volonté des enseignants, n'est-ce pas, ils ont mis le bras, ils ne pourront vraiment pas mettre en œuvre cette mesure. Et en plus, comment pourra-t-on expliquer à des enfants qu'ils ne faillent pas se toucher, et voilà, comment les empêcher de prendre le masque de leurs voisins, toucher les masques, ou bien ça va être très difficile, très difficile. Du coup, cela peut nous amener à entreprendre cette proposition qui veut que l'on permette seulement aux salles de classe d'examen de reprendre, et les classes intermédiaires, on pourra considérer que l'année est terminée pour eux, libre après aux enseignants, donc aux administrations des écoles, d'organiser les passages en classe supérieure sur la base des évaluations qui ont pu avoir lieu au cours de l'année scolaire. Sinon, ça va être très difficile. Et lorsqu'on aura donc retenu cette proposition, il sera plus facile, plus aisé de disposer, de déployer les élèves des classes d'examen, n'est-ce pas, de façon à respecter la mesure de distanciation sociale. Il me semble aussi qu'il va être plus facile d'équiper ces enfants-là en masque, en cache-nez ou autre. Donc, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse de façon à adopter la meilleure proposition possible, la meilleure solution possible qui expose moins les enfants. Oui, Moïse de Soumou, est-ce que... Oui, allez-y. Même quand on laisse les écoles publiques, même dans certains cours privés qui ont de gros effectifs, c'est des bâtiments où ils sont confinés. Ou dans les escaliers, c'est très étroit, les gens se touchent n'importe comment. C'est compliqué cette affaire-là. On pourra réfléchir dans tous les sens. Le risque est toujours là. Et même quand on va un peu plus loin, vers les universités, il y a une mesure qui est en train d'être expérimentée, ce sont les cours en ligne. Ce serait mieux de garder cette option jusqu'à la fin de l'année, tout au moins pour les universités, et venir faire composer peut-être les étudiants, entité par entité, de sorte à que tous les amphithéâtres soient réservés pour une entité à la fois. Mais si on ouvre l'université comme ça pour tout le monde, public et privé, je ne suis pas certain, même si là-bas encore il y a un niveau de conscience élevé, je ne suis pas certain qu'on puisse observer la distanciation sociale. Donc l'un dans l'autre, il faut faire attention et savoir dans quel sens évoluer pour ne pas que le succès que nous avons maintenant se transforme très vite justement en désespoir. Justement, on se pose la question de savoir si nous avons d'ailleurs même, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dessus, un protocole sanitaire de la reprise des classes. Non, pas encore. On attend toujours que ça vienne. Mais ce ne serait pas bien de reprendre comme si de rien n'était, tout simplement. Il faut forcément des mesures, et des mesures fortes pour calmer un temps soit peu justement les ardeurs des uns des autres. Oui, André. Oui, c'est en cela qu'il est difficile de comprendre le silence des ministres de l'Éducation nationale en ce moment. Je crois qu'ils devraient pouvoir monter au créneau pour sensibiliser, au moins expliquer comment ça va se passer. La reprise, si vraiment c'est acté, comment ça va se passer. Et pour le moment, on n'a pas encore ça. Vous faites bien de demander si on a déjà un plan de reprise. On ne l'a pas. En dehors de ça également, je crois que à la reprise, les enseignants auront un grand rôle à jouer. Tous les enfants n'ont pas pu avoir des cours à la maison, n'ont pas pu être maintenus dans l'ambiance, le climat scolaire à la maison. Quelques privilégiés ont eu droit à des cours en ligne ou ont eu droit à des cours, mettons, sur des chaînes de télévision qui en ont proposé, ainsi de suite. Et des parents peut-être qui ont fait des encadrements à la maison, mais la grande majorité, ce n'est pas évident. Alors il faudra remettre cela vraiment au niveau. Ça va pas être facile de mon point de vue. C'est pourquoi peut-être la solution de mettre seulement les salles d'examen me paraît vraiment la plus raisonnable, en tout cas compte tenu de notre contexte actuel. Sinon ça va être difficile. Nous ne savons pas encore si nous avons déjà atteint au Bénin notre pic
au niveau de cette pandémie. On ne sait pas encore, puisqu'on continue d'annoncer des cas oui, avec les tests qui se réalisent depuis un bon moment. Est-ce que peut-être l'école, la reprise, ne va pas être, si on ne prend pas les précautions, n'est-ce pas, amplifier cette situation de la pandémie dans notre pays? Je crois qu'il faut vraiment beaucoup réfléchir, mais je pense qu'on peut envisager la reprise tout en prenant les précautions et en choisissant la meilleure option possible. Tout compte fait. La reprise, logiquement, c'est pour lundi prochain. Nous avons une semaine qui nous sépare de cette date. Mercredi prochain, forcément, il y aura Conseil des ministres. Donc, on verra si quelque chose sera décidé ou si, bien avant le mercredi, les différents ministres sectoriels vont monter au créneau pour nous apporter des précisions sur comment se fera la rentrée des classes post-Pâques. Je reviens à vous, Moïse Dossoumo. Hier, nous étions le 3 mai. On ne peut pas laisser passer cette date de 3 mai. On sait très bien que cette date est dédiée à la Journée internationale de la liberté de la presse. Occasion également pour les professionnels des médias de faire un point sur leur profession. Tableau moins réluisant pour nous au Bénin. Oui, évidemment. Parce que quand on voit il y a 10-15 ans ce qu'on était et ce qu'on est aujourd'hui, forcément, beaucoup de choses ont changé. Et il y a une régression. Il ne faut pas avoir peur des mots. Mais moi, j'estime que la balle n'est pas, n'est pas jetée aux personnes externes à la presse. C'est la presse elle-même qui est responsable de tout ce qui se passe. Si elle est mal notée aujourd'hui, si elle souffre aujourd'hui, si elle n'a plus la crédibilité qu'elle a aujourd'hui, je pense qu'il est du ressort des journalistes de prendre conscience eux-mêmes et de travailler à redorer leur blason. On ne fera que des problèmes en accusant les politiques, les chapelles économiques et tout le reste. Dans tous les pays du monde, qu'ils soient économiques, politiques ou autres, on cherche toujours à caporaliser la presse, à faire en sorte qu'elle soit une caisse de résonance pour soi, pour ses intérêts. Mais ce sont les journalistes qui savent pourquoi ils sont journalistes, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans leur profession, qu'est-ce qu'ils recherchent. Et c'est à eux, il me semble, et à eux seuls, de prendre toutes les précautions nécessaires pour continuer d'être crédibles, pour continuer à jouer le rôle de journaliste, tout simplement. Oui, Herman Parfait Nemboussou, vous êtes en ligne? Oui, tout à fait, Christian. Oui, cette journée du 3 mai, qu'est-ce que ça vous inspire? Faut-il continuer à la célébrer? Naturellement, il faut continuer à célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse parce que la liberté de la presse est une quête permanente. Et quand vous lisez un peu cette tribune de l'ancien, du doyen Alagbada, Noël, je pense que il a un peu retracé l'historique de la journée mondiale de la liberté de la presse qui est partie de ce qu'on pourrait appeler la déclaration de Windhoek, d'accord, où des journalistes africains ont quand même émis le souhait de pouvoir redorer le blason de la presse et de pouvoir faire en sorte que la presse relève certains défis, un peu comme l'a dit Moïse, liés à sa liberté. Je pense sur cette question-là que Moïse a tout dit. C'est qu'il faut effectivement que la presse puisse elle-même redorer son propre blason. Que les professionnels des médias que nous sommes, nous puissions nous remettre en cause à chaque fois que cette journée vient, même bien avant, tout au long de l'année, parce que nous avons célébré le 3 mai 2021. Il faut qu'on soit encore là pour célébrer cette liberté de la presse-là. Mais que faisons-nous de ce blason, de ce blouson que nous portons? C'est ça la grosse interrogation. Aujourd'hui, nous avons au Bénin plusieurs lois. La loi sur le numérique qui régit un autre secteur, le code de la communication. Qu'est-ce qui a de qualité à être journaliste au Bénin aujourd'hui? C'est ça la grosse interrogation. Ce n'est qu'à partir de cet assainissement-là, de comment est-ce qu'on organise la profession, qu'on saura exactement qui est journaliste, qui peut réclamer la liberté de la presse, parce que actuellement, je pense qu'il y a un faux trou qu'il faut essayer de corriger. Oui, André Doussa, le problème, c'est nous-mêmes, a dit Moïse Dossoumo. Herman Parfait Nemboussou semble lui emboîter le pas également. Et vous dites, qu'est-ce que vous en dites? Bon, non, je crois que je suis d'accord avec Moïse pour dire qu'on ne peut pas continuer toujours à jeter la pierre aux autres, à imputer aux autres, n'est-ce pas, les responsabilités, nos propres responsabilités. Je crois que c'est une évidence que nous avons une grosse part de responsabilité dans la situation lamentable de la presse béninoise aujourd'hui. Oui, aussi, mais je crois pouvoir dire que, certes, nous avons notre part de responsabilité, mais les dirigeants du pays sont-ils aussi fiers de cette presse qui est, on parle de la presse béninoise, oui. D'accord? Sont-ils fiers de cette presse-là? S'ils en sont fiers, ben nous allez, on continue, mais seulement que je crois que pour un pays qui a quand même occupé les premiers rangs du classement Reporters sans frontières, on peut toujours mettre un bémol quand on parle de Reporters sans frontières. C'est pas forcément non plus, je sais pas, l'idéal. Des gens ont dirigé Reporters sans frontières ici, on les a vus plus tard à l'œuvre. Je le dis en pensant notamment à notre ami Robin Bénard. Donc, je crois que c'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité collective. Et il me paraît qu'il est vraiment nécessaire d'attirer l'attention des dirigeants. De leur pouvoir leur dire que si la presse béninoise elle a une mauvaise image,
Si elle est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est que forcément quelque part, ils doivent aussi pouvoir se sentir interpellés. Mais le 3 mai n'est pas le jour où on constate la liberté de presse. La liberté de presse est une quête quotidienne. C'est au quotidien qu'il faut constater quelle est la situation de la presse, comment se portent les entreprises de presse dans notre pays, ainsi de suite. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. On ne peut pas attendre forcément le 3 mai et jeter un regard derrière pour pleurer sur le lait renversé. Je crois que nous pouvons toujours améliorer les choses. On peut toujours faire en sorte que la presse soit meilleure dans notre quand pays. on parle d'amélioration des choses, ça doit venir de qui? Est-ce que ça doit venir des gouvernants ou des professionnels des médias eux-mêmes? C'est vrai que nous avons vu les différents messages des associations des professionnels des médias, le CNPA, nous avons lu également le discours de l'UPMB, nous avons également entendu notre ministre de tutelle, le ministre de la Communication, qui pense que ce sont les dérives qui ruinent aujourd'hui les efforts de l'État. Lui, il est dans une position, il ne peut que dire ce qu'il a dit, il ne dira pas autre chose que ça. Mais je continue de croire que le mal de notre profession ici, c'est l'individualisme. Nous ne sommes pas solidaires. C'est-à-dire, nous ne sommes pas vraiment concernés par l'état même de notre presse. Chacun est dans son couloir avec ses motivations, ses acquaintances et évolue comme ça. Et on laisse tout le reste en lambeaux. Je pense aussi que tous les journalistes de ce pays se mettaient ensemble pour défendre leur corporation, pour l'ennoblir. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien. Pas même la puissance politique. Mais ils sont tous ensemble, les journalistes. Il y a des associations fêtières, on les voit dedans, on les voit animés. Ces associations. Tout ça, c'est juste une image, c'est de la communication qu'on sait. La réalité, ce n'est pas ça. Quand on va décider d'être vraiment ensemble, de faire des combats sérieux ensemble, même le pouvoir exécutif ne pourra pas nous résister. Mais tant qu'on est prêt à offrir la tête de l'autre, on est prêt à faire les couleurs, on est prêt à faire ci, il n'y a rien à faire, on va tout nous briser, nous brimer. Donc c'est à nous de prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que notre métier représente, de nous serrer les coudes pour aller de l'avant. Sinon, il n'y a rien à faire. Quoi qu'on dise, ça ira de mal en pis. Vous savez, moi j'ai envie de demander à Moïse, c'est facile de dire, nous ne sommes pas solidaires. Est-ce que Moïse milite dans l'UPMB, qui est aujourd'hui notre association, qui nous défend, qui défend nos intérêts, qui doit pouvoir servir de sorte de rempart entre nous et les dirigeants. Vous savez, partout dans le monde, le dirigeant, celui qui dirige, c'est une question de lutte de pouvoir. On nous met en quatrième position, quatrième pouvoir, on dit que nous sommes quatrième pouvoir. Même nous ne le sommes pas tant que nous n'avons pas en prendre conscience. Et donc être très sérieux, professionnel, surtout solidaire. Combien de journalistes militent dans les associations? Il n'y en a pas. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui autour de la couverture des élections, où vous voyez, il y a la presse écrite qui se plaint, qui se dit laissez pour compte, et ainsi de suite, mais qui n'est pas en mesure. Aujourd'hui, je ne vais peut-être pas me faire des amis au sein du bureau du CNPA, mais notre CNPA, c'est-à-dire le patronat de la presse, n'est pas en mesure aujourd'hui de lancer un mot d'ordre qui sera suivi. En tout cas, pas les médias importants du pays. C'est aussi ça le problème. Il faut que vraiment l'association soit forte pour pouvoir faire fléchir les dirigeants à un moment donné face à certaines situations. Tant qu'on ne le fera pas, tant que les journalistes ne vont pas vraiment se mobiliser dans leur association, l'UPMB, ils ne pourront même pas amener les patrons de presse à satisfaire un certain nombre de leurs revendications. Ce n'est pas possible. Donc, on voit un peu les associations comme quelque chose qui appartient à leurs dirigeants. Bon, c'est ça qu'il y a dans l'UPMB, donc ce débat là-bas, on la regarde de loin. Mais quand il y a un petit bobo, quand il y a un petit pépin, on les interpelle. Quand quelqu'un tombe sur le coup, peut-être du code du numérique, on dit, ah oui, voilà, l'UPMB ne fait rien. Mais on ne milite pas dans ces associations-là. Peut-être aussi, bon, est-ce que militer dans les associations va changer quelque chose? Si, ça va changer. Si nous avons des associations fortes... On se dit, qu'est-ce que les associations proposent également aux professionnels des médias pour les appâter, pour les attirer? Les associations ne sont pas des ONG ou je ne sais pas, des fondations qui vont offrir des choses aux journalistes. C'est si nous nous mettons ensemble au sein de ces associations-là, qu'on n'attend pas forcément quand il y a assemblée générale, on veut aller soutenir un ami, et c'est là où on fait la cotisation, et puis on se met dans la salle. Je crois que si nous... Regardez un peu ce qui se passe ailleurs, sur d'autres cieux. Lorsque les syndicats de journalistes, les associations de journalistes se soulèvent, on obtient rapidement des solutions. Aussi, si les associations sont fortes, elles pourront aussi corriger un certain nombre de tares de la corporation. Elles pourront amener les confrères, les canards boiteux qui peut-être ternissent l'image de la corporation, à se corriger ou les vider. Mais ce n'est pas encore le cas dans notre pays. Je crois qu'il faut revoir un peu le modèle peut-être de militantisme au sein de nos associations et faire en sorte, par exemple, que la carte de presse qu'on donne au Bénin, ça n'a aucune valeur. Ça c'est vrai. Parce que même les institutions qui éditent ça n'arrivent pas à mener
n'est-ce pas, les autres institutions, les autres structures du pays à reconnaître cette carte de presse-là. Donc, c'est comme une formalité, bon, il faut tenir ça pour peut-être orner votre poche ou votre portefeuille. Je crois qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. Il faut que nous-mêmes d'abord, nous fassions, le premier travail c'est à faire à notre niveau, qu'on réfléchisse à améliorer l'image de nos associations et amener les confrères à adhérer à ces associations-là pour les rendre assez fortes pour que nous puissions... Herman Parfiam Anyamboussou, vous êtes membre de l'UPMB ou du CNPA? Je suis membre entier de l'UPMB, n'étant pas encore patron de presse, je suis membre de l'UPMB. Juste pour dire que par rapport à cette thématique-là, je vais intervenir sur 3 petits niveaux. Je vais d'abord parler des tests en vigueur, le code de l'information et de la communication. Oui. Ce code à peine voté était déjà vieux pour être toiletté, parce qu'effectivement ça comporte assez d'incongruités. Et quand vous échangez avec quelques acteurs des médias, des responsables, ils vous disent effectivement ce code-là a des problèmes. Mais personne n'ose en parler. Et il revient à nos députés peut-être de prendre le relais, de voir s'ils peuvent aider à corriger ce code-là. Parce que qui a qualité à être journaliste aujourd'hui au Bénin, on ne le sait que trop. Ensuite, au niveau de la carte de presse, vous avez une carte de presse qui n'est même pas reconnue par le policier qui vous interpelle. Parce qu'il se dit, bon, vous êtes journaliste, à part ceux qui interviennent sur les médias audiovisuels dont on connaît les voix également. Sinon, tout le reste, ça ne sert à rien. Maintenant, au niveau des initiatives de l'UPMB aussi. L'UPMB a pris des initiatives, mais qui ne sont pas allées très loin. Et donc, par rapport à ça également, il faut essayer de voir ce qui peut l'être encore, Christian Darijan. Merci beaucoup à vous, Herman Anyamboussou. S'il n'y a plus rien à ajouter, je vous dirai merci en plateau. Oui, Moïse. C'est trop facile de faire un combat de personnes actuellement, ou bien de rentrer dans les débats de personnes. Vous voyez qu'il y a plusieurs associations de journalistes aujourd'hui, de professionnels des médias aujourd'hui. Quand vous allez même dans l'UPMB, vous voyez qu'il y a des clans à l'intérieur de l'UPMB. Quand vous y allez, on vous dit ne va pas avec tel et tel, viens plutôt avec tel et tel. Ça se dit dans cette affaire-là. Le combat pour la liberté de presse, le combat pour endoblir la presse, ce n'est pas une question forcément d'association. J'ai insisté sur le fait de solidarité. Parce qu'il est membre de l'UPMB, il est très actif aussi. Oui, moi, je parle de solidarité. La solidarité, ça se construit où? Déjà dans les rédactions. À ce niveau, si chaque rédaction est solidaire, forcément on ira l'une vers l'autre et on pourra se parler et faire les combats ensemble. À l'heure actuelle, là, qu'est-ce qui nous garantit qu'une seule association de presse aujourd'hui là, peut mener ce combat avec ce qu'on observe déjà au sein même des associations? Quand on fait la promotion d'une association, c'est bien. Mais encore faudrait-il dire que l'association elle-même soit assainie pour drainer du monde et faire le combat qui doit être là. Donc j'insiste, les débats personnels, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je parle de la solidarité et je crois qu'aujourd'hui, on n'en est pas là dans la presse béninoise. Un petit mot. Tout est dit, non. Quel mot, c'est faire en sorte que les professionnels des médias comprennent que ce n'est qu'ensemble qu'on pourra relever les défis, ce n'est qu'ensemble qu'on pourra améliorer l'image de cette presse, ce n'est qu'ensemble qu'on pourra amener les gouvernants à aller au-delà de ces boutiques qu'on donne, aide de l'État à la presse privée, et puis les gens s'agglutinent autour. Voilà, ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Il faut vraiment faire en sorte que les entreprises de presse soient des entreprises viables, qu'on les aide à mieux se porter pour également mieux s'occuper de leur personnel, puisque c'est aussi de ça qu'il s'agit. La liberté de presse dont on parle ici, les causes de la dégringolade sont aussi essentiellement, enfin, dans une certaine mesure, économique. Donc, je crois que, oui, quand on a fini de regarder, n'est-ce pas, à notre propre niveau, je crois qu'on pourra jeter un regard vers les autorités pour qu'elles puissent jouer leur rôle également. Je parle de la presse béninoise. Merci beaucoup, André. Merci à vous, Moïse Dosoumou. Rendez-vous demain. André, vous restez en place. On va revenir pour parler de la rentrée scolaire, la rentrée des classes post-Pâques. C'est pour lundi prochain. Si tout va bien, on va retrouver en plateau Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, la COSI Bénin, avec les propositions des organisations syndicales. Qu'est-ce qu'il est possible de faire désormais? Eh bien, c'est une question que nous allons poser à notre invité. Vous n'aimez pas les files d'attente? Moi non plus. Alors, pour vos opérations bancaires, faites comme moi. Utilisez la formule magique. Étoile 919 dièse. Et oui, avec UBA Magic Banking, faites vos opérations bancaires sans vous déplacer. Tapez simplement étoile 919 dièse sur votre téléphone portable, qu'il soit Android ou non, qu'il y ait la connexion ou non.
Tapez étoile 919 dièse et votre téléphone se transforme en guichet de banque. C'est magique. C'est UBA. Pour plus d'informations sur UBA Magic Banking, contactez-nous. UBA, Africa's Global Bank. Voilà, c'est l'invité du forum sur Actu Matin ce lundi. Noël Chadari, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, comment vous vivez, dites-nous, comment est-ce que vous êtes en train de vivre avec le corona depuis plusieurs mois déjà, plusieurs semaines déjà? Mais on est obligé de vivre avec le corona. Même si on est à la maison, ça ne va pas passer tout de suite. Donc on vivra avec ce virus pendant un certain temps. Et donc on fait avec en respectant les mesures barrières, la distanciation. Et on sort le moins possible. Hein, parce qu'en tant qu'enseignant, naturellement, que c'est la période où on nous a mis en congé et de Pâques par anticipation. Et donc, on profite aussi pour rester un peu à la maison. Justement, enseignant, conseiller pédagogique, Oui. par ailleurs syndicaliste, à quoi ressemblent vos journées maintenant? Vous me décrivez 24 heures chez Noël Chadari. Bon, vous savez, on reste à la maison, je reste à la maison, mais il y a des moments où je fais un tour à la bourse du travail. J'ai demandé à mes agents de la COSI de faire une rotation. Donc, juste Elle n'est pas tour. déserte, la bourse? Non. Il y a toujours la présence humaine. Hein. Mais il y a des rotations qu'on fait faire à nos agents. Et puis on fait un tour rapidement là-bas pour voir s'il y a des choses à faire, des affaires courantes à expédier. Et puis bon, c'est aussitôt fini, on rentre à la maison, on reste chez nous. C'est bon. Au regard de la situation actuelle de la pandémie dans notre pays, une reprise des classes est-elle raisonnablement envisageable? Mais je crois que jusqu'ici, il faut dire que le gouvernement a fait une bonne gestion de la crise sanitaire, une gestion intelligente, ce qui a fait que il y a moins, la situation n'est pas alarmante comme c'est le cas ailleurs. Et donc il faut féliciter tous ceux la population, le gouvernement qui a fait, tous ceux qui s'y sont mis pour qu'on en arrive à gérer, maîtriser pour l'instant cette crise sanitaire. Il faut aussi féliciter et un grand bravo aux travailleurs, au personnel de la santé. Personnel de la santé qui fait... Donc une grande partie relève de votre centrale syndicale. Ils font un boulot propre, prennent les risques. Et je crois que j'ai été heureux quand j'ai entendu le président dire que il y aura une récompense bientôt pour eux, vivement que cela soit concrétisé pour qu'on reconnaisse. D'abord, on le reconnaît, on ne peut pas payer ce que les agents de santé font, mais il faut quand même continuer de les encourager. Moi, je passe par cette tribune, cette occasion que vous m'offrez, pour leur dire vraiment beaucoup de courage et félicitations pour ce qu'ils font. Voilà. Et par rapport à la reprise? Par rapport à la reprise, oui, il y a matière à inquiétude, c'est évident, parce que vous savez, on a bien géré cette période-là. Jusque-là, nous n'avons pas... C'est vrai qu'on est passé à 90 cas, mais il y a une bonne gestion de cette période-là. Et la reprise des cours, ça se présente un peu comme un challenge, un texte grandeur nature. Parce que si jamais tous les efforts qui ont été faits, si on ne fait pas attention et qu'on y va sans prendre les précautions, sans redoubler davantage d'efforts, c'est évident qu'on risque d'anéantir tous les efforts qui ont été faits jusque-là. C'est pour cela qu'il faut faire les choses avec une précision, on va dire, chirurgicale. Il faut faire les choses vraiment avec beaucoup d'attention, de précision. C'est pour cela que nous, à la COSI, nous avons réfléchi, nous avons fait des propositions. Des propositions qui sont un peu comme notre contribution à éviter d'avoir une situation qui empire. Au nombre de ces propositions, nous avons souhaité que la rentrée se fasse par vagues successives. Par vagues. D'abord, les premiers à venir vont être les apprenants des classes des examens, le 11, pour mieux gérer
n'est-ce pas, les capacités d'accueil de nos établissements. Il nous faut faire venir le 11, il ne faut venir que les classes d'examen du 11 au 22. Ils feront 2 semaines parce que 2 semaines, pourquoi? Parce qu'il faut donner du crédit. Il faut donner une certaine crédibilité au diplôme béninois sur le plan international, national. Et nous avons fait jusque-là. Le 16 septembre 2019, la date de la rentrée, au 30 mars 2020, où nous avons été en congé par anticipation, nous avons fait 18 semaines de cours effectifs. L'année scolaire comprend 26 semaines de cours. Alors, 18 semaines, et quand vous faites pour valider, il faut au moins faire les 3 quarts. Les 3 quarts nous ramènent à 20 semaines de cours effectifs. Donc, il en reste 2. Et donc, c'est pour ça que nous avons proposé, nous, que du 11 au 22, il y ait 2 semaines de cours pour les classes d'examen. Les enseignants des autres classes qui ne sont pas dans les classes d'examen vont être sollicités pour accompagner, pour renforcer, parce que dans les classes, on aura un élève par table. Il faut exploiter les autres salles, pour respecter la distanciation. Voilà, pour respecter ces distanciations. Et donc, les autres enseignants, les instituteurs, les autres enseignants, les autres professeurs, les instituteurs viendront accompagner ceux qui sont, n'est-ce pas, qui sont normalement dans les classes, les titulaires de ces des classes d'examen. Voilà. Et quand ils finissent là, les 2 semaines, eh bien, il faut faire l'examen blanc en même temps. La dernière évaluation de la semaine du 25 au 29. Quand ils finiront cela, ils retourneront à la maison avec des exercices naturellement. Des exercices parce qu'ils reviendront le 15, la semaine du 15 et juin. Oui. Alors, entre le 1er et le 12 juin, on fait venir les autres classes. Parce qu'il faut donner la chance aux autres apprenants de pouvoir, s'ils doivent échouer, qu'ils échouent, effectivement. Qu'ils doivent redoubler, il faut qu'ils redoublent, effectivement. Il ne faut pas sonner, n'est-ce pas, les faire battre sur le tapis vert. Il faut leur donner l'occasion de venir. Parce que le dernier semestre, les derniers devoirs, les dernières évaluations sont des évaluations où certains apprenants se réveillent. Pour se rattraper. Donc, il faut les faire venir uniquement, les classes intermédiaires. Ça, je suis très précis. Les faire venir uniquement pour composer. Ce n'est pas pour venir suivre des cours. Ils viennent pour composer, mais parce que nous devons éviter... À ce niveau, l'impératif du respect du temps scolaire, du nombre de semaines, le problème ne se pose pas. Justement parce que c'est les classes intermédiaires. On pourrait rattraper. On est déjà dans les programmes, quand on a fait une évaluation, on est 75, autour de 75-80% d'exécution. Vous voyez? Donc, de ce programme. Donc, ça ne pose pas de problème. Ils viendront seulement pour composer. Et pour éviter qu'il y ait le grand nombre, entasser les apprenants dans les classes, dans les salles de classe, parce que les promotions 6e, 5e, 4e, seconde, première, et CP, CI, CE1, CE2, CM1, il faut les faire venir. On va faire l'évaluation sur 2 semaines. De manière, c'était sur 1 semaine l'évaluation. Oui. Mais on la met sur 2 semaines. Pourquoi? 2 semaines pour qu'on prenne, selon les capacités d'accueil des établissements, qu'on fasse venir des promotions. Si c'est 2 promotions qu'on peut faire venir pour faire de telle sorte qu'il n'y ait qu'un élève ou qu'un apprenant par table. Et en ce moment, ces apprenants des classes d'examen, ils font quoi? Ils restent à la maison? Ils ont 2 semaines avec des exercices. On les accompagne avec des exercices. Ils reviennent le 15 ils reviendront le 15. Pour composer. Parce que les autres font 2 semaines. Si les 2 semaines de devoirs sont terminées, les autres sont en vacances. C'est terminé. Ils reviennent le 15 pour travailler, n'est-ce pas, faire des exercices pour se préparer 2 à 3 semaines avant les examens. Ils l'ont pour être renforcés. Mais tout ce que cela est subordonné, ça c'est important parce qu'on attend le gouvernement sur ce point. Il faut envoyer les subventions parce que on ne pourra plus... Une partie des subventions ou la totalité? Il faut envoyer la totalité. Il faut envoyer la totalité parce qu'il y a un challenge. Il faut que devant chaque étape, chaque classe, il faut un dispositif
de lavage des mains. Le gouvernement reste-t-il devoir aux écoles? Oui, les subventions ne sont pas en totalité envoyées dans les écoles. Donc il faut cet effort, parce que quand ça on a dit il faut mettre les dispositifs de lavage, il y a certains chefs d'établissement qui m'ont dit mais on n'a pas la subvention, on n'a pas la grande partie de la subvention. On a entendu dans un reportage passé d'ailleurs ce matin dans le bulletin d'information, un responsable d'école dit les enfants nous doivent et ils sont à la maison, donc il faut les ramener à l'école. Comment régler ces questions-là si on doit retenir votre proposition? Oui, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement que, vous savez, les parents ont gardé leurs enfants à la maison, même quand le gouvernement n'avait pas encore déjà pris il y a des parents qui ont retiré. Certains parents ont gardé, et ça, surtout dans le privé, c'est un gros problème pour les chefs d'établissement du privé, parce qu'ils n'ont pas pu recouvrer, n'est-ce pas, les frais de scolarité, ils ont un manque à gagner, et ça, du coup, les enseignants qu'ils utilisent n'ont pas eu, n'est-ce pas, n'ont pas pu être payés pendant le mois. Et on a demandé au gouvernement, ça fait partie de nos suggestions, d'accompagner les chefs d'établissement du secteur privé pour, n'est-ce pas, pouvoir payer le salaire, ne serait-ce que le salaire du mois d'avril. Pour le personnel enseignant. Voilà. Une question tout de même. Vous proposez qu'on permette aux élèves des classes d'examen de reprendre 2 semaines avant les autres et après 2 semaines de cours de rattrapage qu'ils composent l'examen blanc, au cours de la 3e semaine. Et quant aux classes intermédiaires, vous pensez qu'on peut leur permettre, par promotion, d'aller directement composer. Alors, est-ce que vous tenez compte du fait qu'ayant été déconnectés pendant tout ce temps, c'est pratiquement la durée des vacances scolaires, que les enfants ont été déconnectés donc, du climat scolaire, des cours, du rythme des cours? Sur quelle base pourra-t-on évaluer des enfants, des élèves des classes intermédiaires qui donc ont subi cette déconnexion un petit peu de réalité scolaire? On évalue ce qu'on a donné. Ils ont reçu des enseignements. Donc, ils sont censés avoir révisé. Ils sont censés avoir révisé. Et si on prenait, si le pouvoir faisait cette option, celle que nous suggérons, mais ils seront informés à l'avance qu'ils vont venir composer dans début juillet, donc ils vont rapidement dépoussiérer les cahiers et commencer par étudier et travailler. Et ça aussi, les parents ont leur responsabilité. Nous sommes tous parents, il faut, à la maison, attention, il faut travailler, il faut veiller. Mais je crois que les parents, sûrement, font aussi cela, parce que la plupart des parents, et tout le monde fait attention, ne sort plus en désordre, on est à la maison, on est plus regardant. Le Covid-19 a changé, nous a permis de comprendre que nous devons aussi nous occuper de nos enfants, de la famille. Les mamans sont heureuses, depuis un certain moment où chacun rentre un peu plus tôt à la maison. Et pour ce qui concerne les enfants, les élèves des classes d'examen, 2 semaines de cours de rattrapage, puis examen blanc, avant l'examen proprement dit. Est-ce que ce serait vraiment leur rendre service, les aider, que de les surcharger? Parce qu'en 2 semaines de cours, j'imagine un peu ce que ça va être. Est-ce que c'est une bonne solution, vous qui êtes d'ailleurs conseiller pédagogique? Mais je vous dis qu'on est déjà à 75-80%. Oui, c'est ça. Donc en 2 semaines, il n'y a pas grand-chose. Il y a certains même qui sont déjà en train de faire des révisions. Moi, j'en connais. Donc, il n'y a pas matière, il n'y a pas le feu. Il y a tout simplement qu'il faut respecter le nombre de semaines pour donner de la crédibilité à nos diplômes. Ça, c'est important de le faire. Maintenant, le port de masque, parce que je l'ai dit, peut-être on n'a pas suffisamment parlé de cela, l'accès, n'est-ce pas, dans les salles de classe, dans l'école déjà, déjà aux portes de l'école, pour franchir le seuil, n'est-ce pas, il faut... Cela doit être subordonné au port obligatoire du masque. Parce que si nous voulons éviter le pire, le masque nous protège tous. Il nous protège tous et il faut que nos enfants... Maintenant, on dira que les parents n'ont peut-être pas les moyens et tout. Il faut tenir compte des parents. Il faut amener les enfants à maintenir le masque. Le masque en classe pendant aussi. toute la durée en classe. Son séjour à l'école. Oui, mais ils n'ont que pour ceux qui viennent composer une semaine à composer, parce que 2 semaines, c'est peut-être une promotion qui compose en 1 semaine et l'autre promotion. Donc, il faut rendre obligatoire cela. Maintenant, les parents qui n'ont pas les moyens peuvent aller chercher les masques artisanaux qui sont lavables. Peut-être 2 ou 3 aux enfants. Et ça coûte cher. Les masques chirurgicaux de l'État subventionnés sont moins chers. Non, les masques artisanaux... Il n'est pas conseillé d'utiliser le même toute une journée, le même masque toute une journée. Les autres sont lavables. Oui. Les masques artisanaux sont lavables.
Mais ceux qui ont les moyens peuvent... Vous croyez que tout ceci pourra vraiment se faire, c'est-à-dire les enfants, les élèves en masque, les enseignants également, et surveiller tout ça. L'enseignant qui doit dispenser le cours doit en même temps veiller à ce que la distanciation soit respectée par les élèves, et surtout qu'ils ont le masque sur le nez. Vous pensez que c'est faisable? Avec le masque sur le nez, on parle. On travaille avec le masque sur le nez. Ça, c'est faisable. Il faut faire de telle manière que les élèves... Ça aussi, j'ai oublié de le souligner. Pendant la récréation, il faut éviter que les enfants, qui est récréation classique, où les apprenants vont sur la cour, ils sont nombreux, il faut organiser cela. C'est le rôle des surveillants, c'est le rôle des enseignants, c'est le rôle de l'administration. Il faut veiller à cela. Tout le monde vous doit... les appelez donc à un sacrifice. Oui, nous devons tous nous impliquer. Parce que si le virus se propage, nous serons tous, on n'est pas épargnés. Donc c'est un peu tous un effort, c'est la solidarité. Le coronavirus nous a montré qu'il faut aujourd'hui être solidaires les uns vers les autres. On était dans un monde trop inhumain, où, n'est-ce pas, ce qui fait de nous des humains, nous avons perdu, nous sommes déshumanisés. On a substitué le Dieu par l'argent. L'argent est devenu le Dieu et on a détruit l'environnement, on a fait tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, nous devons, après le Covid, on doit pouvoir réfléchir on doit remettre en cause notre civilisation. Cette conception que nous avons du développement, faire beaucoup de taux de croissance, industrialisation poussée, urbanisation, la civilisation du consumérisme. Cette civilisation-là, on doit la revoir, on doit la remettre en cause. Sinon, il y aura un Covid-25 et ça va être une tragédie. C'est ça, c'est un avertissement pour nous et nous devons tirer les leçons. On ne pourra plus continuer comme on continue. L'humanité ne doit plus continuer comme ça. Elle a été totalement déshumanisée par l'argent. Dans la perspective de la reprise, vous avez déjà été contacté par les différents ministres sectoriels nous avons envoyé copie de nos propositions dans les 3 ministères concernés, les sous-secteurs, les ministères sectoriels. Donc, on attend la réaction. Jusque-là, c'est dommage qu'on ne les entend pas. Et ils ne font silence radio. Et peut-être qu'ils sont en train de ils sont à la cuisine et qu'ils nous préparent un bon repas et qu'on espère qu'on aura vraiment de bonnes propositions, qu'ils tiendront compte, pas forcément. Nous avons fait ce que nous devons faire en tant que citoyens du pays et aussi en tant qu'enseignants. Et nous avons, le camarade Anselme l'a fait, moi aussi je l'ai fait. Donc on a fait ce qu'on peut faire, c'est à eux de réagir pour nous dire comment ça va se passer. Mais ce qui est important, qui est très important, c'est d'envoyer la subvention au plus tôt dans l'établissement, d'aider le privé aussi pour qu'ils puissent faire face aux difficultés, aux charges. C'est important. Voilà. Merci beaucoup, Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, la COSI Bénin. André Dossa, merci à vous également. Mesdames et messieurs, nous vous disons également bien merci. C'est terminé. Le rendez-vous Actu Matin de ce lundi 4 mai 2020. Très bonne journée à vous.